Pourquoi faire une thèse ? Je vous explique mon activité de thésarde. Vous savez que je dois remettre ma tête en juin. Et juin, c'est même pas dans 3 mois, c'est demain. Une thèse sur quoi ? Sur rien. Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, Bonjour, vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorantes et doctorants en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Le Gagneur et Jeanne Perrier. Aujourd'hui, et pour la première fois, nous recevons une doctorante en droit qui nous parle de ses recherches et de son expérience de la thèse. Constance Lehmann est actuellement en 4e année de thèse à l'université Paris-Saclay et elle étudie le prix et la valeur en droit. Dans cet épisode, elle nous parle de sa recherche en cours, qui montre comment le droit appréhende la notion économique de valeur, et elle l'expose avec beaucoup de pédagogie. Constance nous explique aussi plus largement en quoi consiste la thèse dans sa discipline. Elle nous parle de son contrat d'ATER, ATER, c'est-à-dire d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, qu'elle effectue après son contrat doctoral pour continuer à toucher un salaire tout en enseignant à l'université. Elle raconte la manière dont la crise du Covid a impacté son travail, du point de vue de l'enseignement et de son accompagnement auprès des étudiants et étudiantes, mais aussi vis-à-vis de l'écriture de sa thèse. Enfin, elle aborde la manière dont elle fait face à cette expérience de la thèse en étant entourée avec plusieurs passe-temps, mais aussi grâce à un accompagnement psychologique. Bonne écoute! Alors, je m'appelle Constance, je suis en fin de 4e année de thèse en droit privé. Voilà, je fais aussi un ATER, donc je suis attachée temporaire à l'enseignement et à la recherche. À temps plein, je donne des cours dans une fac parisienne. Et voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce sur quoi tu travailles en ce moment ? Alors, mon sujet de thèse, c'est le prix et la valeur en droit des contrats. Donc, c'est un sujet que j'avais... à l'origine, ce n'était pas tout à fait mon sujet de thèse et je l'ai élargi en fin de première année plutôt. Donc, c'est un sujet qui peut sembler très économique et finalement assez peu juridique. Et du coup, mon travail, j'aime bien le présenter en disant que c'est essayer de traduire des notions économiques en droit pour expliquer l'influence que peut avoir l'économie sur le droit parfois et expliquer comment le droit peut réagir à certains phénomènes économiques. Et donc, tu nous expliques qu'au départ, tu ne travaillais pas exactement là-dessus, enfin, en tout cas, tu as réorienté un tout petit peu ou précisé le sujet de ta recherche. Comment tu es arrivée, du coup, à ce sujet-là ? C'était en fin de première année. En fait, mon sujet à l'origine, c'était que le prix en droit des contrats. Et c'était également mon sujet de mémoire de Master 2. J'ai fait un Master 2 anciennement en recherche, toujours un petit peu recherche. Et donc, c'était mon sujet de mémoire de Master 2. Donc, au final, entre le Master 2 et la première année de thèse, ça faisait déjà, en gros, une bonne année que je travaillais dessus. Et j'ai pensé que mon sujet serait un petit peu trop restreint si je n'envisageais que le prix au sens strict. Et j'ai préféré élargir pour étudier les relations entre le prix d'une part et la valeur d'autre part. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est le prix, ce que c'est la valeur, par exemple ? Enfin, moi, je ne suis pas du tout juriste et du coup, c'est vrai que... En fait, alors mon sujet, c'est donc le prix et la valeur en droit des contrats. On va définir tous les mots du sujet comme si on faisait une dissertation. Alors, le droit des contrats, en fait, déjà, c'est une branche du droit civil, c'est du droit privé, c'est les relations entre les personnes. Et le droit des contrats, en fait, c'est vraiment la base du droit et toutes les autres branches du droit privé se sont construites à partir de ce socle commun. Par exemple, tu vois, quand tu achètes une baguette de pain, tu conclus un contrat de vente avec ta boulangère. Quand tu vas te faire couper les cheveux, c'est un contrat de prestation de service. L'appartement que tu loues, c'est un bail, donc c'est un contrat de location. Donc, en fait, tout ça, c'est des contrats. Et en fait, dans une journée, sauf en ce moment parce qu'on ne sort pas de chez nous, mais en temps normal, on en conclut énormément des contrats. Aller boire un verre, acheter un ticket de métro, habiter dans son appartement, notre assurance, tout ça, c'est des contrats. Et en fait, tout ça, c'est des contrats qu'on dit à titre onéreux. C'est le contraire des contrats à titre gratuit. Et un contrat à titre onéreux, c'est un contrat dans lequel la contreprestation que tu obtiens, en contrepartie, tu verses une somme d'argent, le prix. Et du coup, moi, mon étude, ça porte sur l'examen de ce prix.
qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on entend le prix aujourd'hui au XXIe siècle? Est-ce qu'on peut payer avec que de l'argent ou est-ce qu'on peut payer avec autre chose? Donc des bananes, ou des pièces, enfin des perles, du sel ou même des bitcoins. Est-ce que un prix payé en bitcoins est un prix au sens juridique du terme ou est-ce que ce serait pas plutôt un échange? Donc il y a tout cet aspect-là. Donc comment est-ce que le prix traduit la valeur de manière matérielle en fait? Et aussi comment est-ce que le prix traduit intellectuellement la valeur. Donc, j'ai utilisé cette distinction économiste de la valeur d'usage et de la valeur d'échange pour voir si le droit avait aussi... Il y avait aussi une appréhension juridique de ces notions. Spoiler alerte, oui, il y en a une. Et au-delà de ça, je me suis aussi posé la question de... Voilà, donc le scénario idéal, c'est on achète quelque chose, on estime que c'est le juste prix, mais qu'est-ce qui se passe si on réalise qu'en fait, il existe un déséquilibre entre le prix et la valeur? Est-ce que le droit apporte des solutions pour corriger des déséquilibres en valeur? Souvent, les auteurs disent que non. Et du coup, sous prétexte que le droit refuse de corriger le déséquilibre en valeur, il réfute l'existence même de la valeur en droit. Alors que moi, la première partie de ma thèse, c'est d'expliquer que la valeur existe en tant que telle en droit, mais également qu'il y a de nombreux déséquilibres en valeur qui sont, s'ils ne sont pas corrigés par le droit, au moins pris en compte et qui ont une valeur juridique. Justement, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples un petit peu de tout ça pour qu'on comprenne bien concrètement la relation entre la valeur et le prix? Alors, par exemple, il y a quelque chose en droit qui s'appelle les souvenirs de famille, les bijoux de famille. Donc, c'est des objets qui ont une très forte valeur sentimentale, mais qui souvent ont aucune valeur économique. Donc, par exemple, je donne souvent ça comme exemple à mes étudiants, mais votre doudou de quand vous étiez petite, mais pour vous, mais il vaut tout l'or du monde. Moi, mon doudou, je le chéris. J'en parlais encore avec ma maman tout à l'heure. Et par contre, clairement, je pense que 99% des gens sont dégoûtés physiquement quand ils le voient. Ils voudraient limite les payer pour qu'ils l'acceptent de le toucher, quoi. Et en fait, le droit, bon, pas les doudous, je pense que ça marche pas, mais les souvenirs de famille, les bijoux de famille, il accorde un régime spécial. Et donc, en fait, ce sont des biens, au sens juridique du terme, qui ne sont pas traités comme les autres biens. Ça veut dire qu'ils ont un régime complètement dérogatoire et on estime, par exemple, que les bijoux de famille ne peuvent pas être donnés. Si vous avez donc voilà, des colliers, des bagues, des pierres, etc., qui appartiennent à votre famille depuis plusieurs générations, vous ne pouvez pas les donner, même si c'est, par exemple, une bague pour une bague de fiançailles, vous ne pouvez que la prêter. Elle n'est remise qu'à titre de dépôt, en fait. Et donc, le moment venu, si par exemple les fiançailles sont rompues, vous devrez rendre la bague de fiançailles, non pas parce que la rupture a pu être difficile ou quoi, mais uniquement parce que c'est un bijou de famille et qu'à ce titre, elle doit retourner dans sa famille d'origine. Donc ça, on voit qu'il y a le prix juridiquement, juridiquement et économiquement est très faible, mais la valeur sentimentale est élevée et le droit essaye d'apporter une solution pour ce problème-là. Et du coup, dans ma thèse, j'ai un peu référencé tout ça. J'ai identifié le sentimental classique, la valeur qui est donnée en fait au corps humain, parce qu'on n'a pas le droit de commercialiser le corps humain. On peut faire que des dons, mais on ne peut pas vendre. Par exemple, en Espagne, on peut vendre ses ovocytes. Ce n'est pas le cas en France. Et en fait, on peut donner son corps humain. Donc, vous pouvez donner vos cheveux. Vous pouvez faire des dons d'organes quand vous mourrez. Il peut y avoir des dons de sperme, des dons d'ovocytes. Mais en France, on ne peut pas le vendre, ce qui pose du coup les problématiques liées à la GPA, etc. J'ai référencé aussi la valeur patrimoniale. Ça, j'ai eu du mal à lui trouver un nom, mais dans le sens patrimoine culturel. Et la valeur historique, il y a des biens à qui on accorde un régime vraiment particulier parce que ce sont des biens qui ont une valeur historique très importante. Par exemple, je sais pas, moi par exemple dans les musées, les parties, on voit toujours des petits bouts de poterie, des petits ciseaux, des vieux bijoux anciens. Moi, ça m'ennuie toujours, mais en fait, ça a une valeur historique mais inestimable, c'est super important. Et du coup, ces objets-là, on les protège énormément, alors qu'en fait, ils ont une valeur économique qui est vraiment moindre. Et donc, l'historique, et il y a l'artistique aussi, très important, les tableaux, ça atteint des prix, mais démentiels, alors que des fois, on regarde certains trucs et on se dit, bon, franchement, moi, à la maternelle, j'aurais pas fait un coloriage, mon coloriage, il était aussi bien. Alors qu'en fait, c'est des tableaux qui sont vendus, mais des centaines de milliers d'euros, ce qui montre bien qu'il y a une dissociation entre le prix de la toile, quand bien même la toile serait très grande, ce serait de la peinture à l'huile, ça coûte plus cher que l'aquarelle, etc. Donc, il y a toutes ces considérations-là, mais au-delà de ça, ça reste quand même un cadre avec de la peinture dessus ou je ne sais quelle autre technique. Donc, on dissocie en fait le prix matériel de la valeur artistique, la valeur qui vient en fait tout simplement du
du talent de l'artiste et qui, là, est inestimable. Donc, c'est un autre exemple, en fait, comme la valeur sentimentale, de moment où le droit essaye d'appréhender ces valeurs un petit peu particulières. Et concrètement, du coup, pour étudier ça, sur quoi tu te fondes? Est-ce que c'est sur des textes juridiques ou des lois, je sais pas, des jurisprudences, ce genre Ouais, de alors documents-là? le droit, du moins le droit français, c'est un droit qui est basé énormément sur des sources écrites. Donc, on a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes et c'est l'influence des normes les unes sur les autres. Donc, la norme suprême, c'est la Constitution. En dessous, vous avez les traités internationaux, puis les lois, les règlements, la jurisprudence, etc. Et, et en fait, on utilise toutes ces sources. Donc, en fait, tout simplement, on va lire les textes pour voir ce qu'ils disent. Donc, moi, il y a une partie de mon travail qui a été, par exemple, d'aller sur Légifrance. Légifrance, c'est le site où il y a toutes les lois, tous les règlements, etc., qui sont publiés. Vous devez connaître. Et donc, j'ai fait une recherche, j'ai tapé prix. J'ai regardé tous les articles du Code civil qui mentionnaient le prix et je me suis demandé, voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils parlent du prix au sens où moi je l'entends? Est-ce qu'il peut y avoir des sens auxquels je ne pensais pas? Est-ce qu'il y a des sens que je vais exclure de mon travail? Ensuite, j'ai fait la même chose avec valeur. Ça m'a pris des semaines de faire ça. Et ensuite, les articles les meilleurs, c'était ceux où il y avait le prix et la valeur dans le même article. Ça, c'était le jackpot. Donc, il y a ce genre de travail-là, de fourmi. Moi, ça, j'aime beaucoup. Ensuite, on peut faire de la même chose sur la jurisprudence. Donc, la jurisprudence, c'est toutes les décisions de justice, en fait, qui peuvent être rendues. Donc, ça, c'est la deuxième source majeure. Et la troisième source, qui au final est tout aussi importante que les précédentes, c'est la doctrine. La doctrine, en fait, c'est l'ensemble de ce que les auteurs écrivent. Donc, en fait, on dit la doctrine comme si c'était une personne, mais en fait, c'est un ensemble d'auteurs et de professeurs. Et la doctrine, en fait, ça va du doctorant, puisque de la thèse, c'est de la doctrine jusqu'au professeur émérite qui publie des mélanges. Et une thèse en droit, ça ressemble à quoi en termes de format attendu ou de... Alors, une thèse en droit, c'est un énorme manuscrit qui fait à peu près 700 pages. On nous dit que c'est la mode des thèses courtes. Donc, j'en conclus qu'avant, les thèses étaient encore plus longues. Mais voilà, une thèse, c'est un gros bouquin bien dense. Il y a pas c'est très, très rare qu'il y ait des annexes. C'est que du texte, en fait. Il n'y a pas de tableau, il ne peut pas y avoir de dessin, il n'y a pas de statistiques, ce genre de choses. Donc, de graphique, c'est vraiment que du texte avec une bibliographie qui fait 30, 40, 50 pages. Et est-ce que du coup, il y a des choses qui t'ont surprise, des découvertes que tu as faites en regardant un peu tous ces textes de droit sur ces questions de valeur et de prix? Alors, ça, en fait, c'est mon tout premier chapitre de thèse. Donc, je l'ai écrit, en fait, il y a déjà 2 ans et demi. Je l'avais trouvé super intéressant parce que, du coup, je parlais de plein de choses très, très, très différentes. En fait, c'était un peu un genre de catalogue de toutes ces valeurs différentes. Déjà, moi, j'ai adoré faire de l'économie. J'en avais jamais fait avant. Au contraire, j'avais toujours fui toutes ces matières. Et au final, maintenant, j'aime beaucoup. Et donc, déjà, j'ai adoré faire de l'économie et j'ai adoré voir comment on pouvait faire de l'économie et du droit en même temps. Se demander, voilà, qu'est-ce que la valeur d'usage et essayer de l'identifier en droit. C'était un travail que j'ai trouvé passionnant. Et je me suis aussi intéressée... alors, c'est un peu bizarre, mais en gros, c'est des biens qui ont une valeur économique. Certaines qui existent donc sur le marché au sens économique du terme, mais le droit refuse de leur donner une valeur juridique. C'est typiquement l'exemple des armes ou de la drogue. Grosso modo, vous n'avez pas le droit de vendre des armes, vous n'avez pas le droit de vendre de la drogue, vous n'avez pas le droit de vendre des organes, etc. Mais pourtant, on voit bien qu'ils ont une valeur économique puisque vous pouvez les acheter, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Et du coup, je me suis interrogée sur pourquoi est-ce que le droit refuse de donner une valeur juridique, à tous ces biens-là. Et du coup, vu que tu es dans la fin, là, je me permets de poser une question. Quels sont les principaux résultats, du coup, de toute cette réflexion-là dans ta thèse? Alors, j'ai eu des réponses sur des trucs très, 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 très techniques que je vais vous épargner. En revanche, à ma question qui était plus générale, qui était est-ce que la valeur existe en droit, en fait? Quel est l'accueil que le droit réserve à la valeur? Ma réponse, c'est un grand oui, c'est un oui qui vient du cœur. Le droit, reconnaît totalement une existence à la valeur, tant du point de vue du prix, en fait, dans l'existence même du prix, traduit la valeur économique en droit, mais également dans ces relations, une éventuelle dissonance, un déséquilibre entre le prix et la valeur,
Quand bien même il n'est pas systématiquement corrigé parce que ce serait ingérable économiquement, il y a quand même de nombreux cas où le droit reconnaît des effets au déséquilibre entre le prix et la valeur. Et pour une thèse en droit comme la tienne, c'est quoi la portée après? Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais par exemple, moi, en sciences politiques, surtout, enfin, le sujet sur lequel j'ai travaillé sur la gouvernance de l'eau, concrètement, il y a des applications très pratiques, en fait, ça peut intéresser des bailleurs de fonds, etc. Et en droit, en fait, généralement, enfin, je sais pas si on peut faire une généralité, mais est-ce qu'il y a une portée particulière des thèses? Comment elles sont reçues ensuite, dans l'après, quoi? Comment elles vivent leur vie ensuite en tant que thèse? Leur vie de thèse quand elles volent de leurs petites ailes alors qu'elles font 700 kilos. Non, en fait, le but de la thèse, en fait, il y en a deux. Si on est davantage d'un point de vue académique, en fait, le but, c'est un peu d'être un jour une petite note de bas de page et d'être considéré comme la référence sur votre sujet. Mais au-delà de ça, les thèses, souvent en droit, on nous dit, n'oubliez pas, il faut qu'il y ait un so what. En fait, il faut que dans votre thèse, ça ait une incidence pratique. Parce que le risque du droit, c'est qu'on se perde dans la théorie et que voilà, on crée des systèmes intellectuels très intéressants, mais que c'est aucune conséquence pratique. Ce que beaucoup de gens font, il y a beaucoup de thèses qui sont comme ça. C'est passionnant à écrire, mais ça fait pas avancer la science. Enfin, ça fait avancer la science, mais ça change pas la vie des gens. Et moi, je répète, et je me répète souvent que le droit, c'est la vie des vrais gens, en fait. Enfin, ce qu'on fait, ça va peut-être bouleverser la vie des gens, mais et qu'il faut que ça en ait une. Donc voilà, moi j'ai essayé de toujours trouver des exemples pratiques dans ma thèse pour voir quelle pourrait être l'incidence de ce que je suis en train d'imaginer. Et le but ultime, en fait, c'est que si un jour, devant une juridiction, une question que vous aviez appréhendée, en fait, dans votre thèse survient, les juges répondent en vous suivant, en allant dans votre sens, en fait. Mais après, il y a assez peu de gens en pratique qui peuvent se vanter d'en être arrivés là, mais par rapport au nombre de gens qui font des thèses, en fait. Mais des fois, voilà, vous lisez un livre et on vous dit, voilà, ici, les juges de la Cour de cassation se sont inspirés de la thèse de monsieur untel pour rendre cette solution. Et du coup, tu nous expliquais que tu avais commencé à rédiger déjà un premier chapitre au bout de 2 ans et demi, ce qui paraît un peu tôt, enfin, au regard de ça, comment ça se passe dans certaines disciplines. Qu'est-ce que tu as fait en fait pendant les 4 années qui viennent de s'écouler? Est-ce qu'il y a un déroulement que tu as suivi, qu'on t'a conseillé ou pas particulièrement? En fait, alors j'ai fait mon mémoire de Master 2 déjà sur mon sujet de thèse, donc j'avais en gros peut-être 5 mois d'avance, entre guillemets, donc ça m'a aidé pour présenter mon sujet à l'école doctorale. Et ensuite, j'ai commencé la thèse officiellement en septembre 2017 et j'ai commencé à rédiger l'hiver 2019. Donc en fait, au bout d'1 an et demi, mais ça faisait 2 ans avec le mémoire avant. Alors c'est à la fois court et long. C'est long au regard des délais que l'école doctorale nous impose, puisque nous, de plus en plus, on nous demande de soutenir en 5 ans. Bon, bah, si au bout de 5 ans, il faut que la thèse soit bouclée, il faut commencer à rédiger à un moment. C'est court au regard de certaines autres thèses. La légende dit qu'une bonne thèse en droit, ce serait une thèse qu'on mettrait 10 ans à faire. Moi, pour des raisons économiques et personnelles, je me suis toujours dit que ça n'allait pas être envisageable. Et du coup, je me suis très rapidement dit, et c'est un conseil qu'on m'a donné en début de thèse, en fait, on m'a dit, dépêche-toi, fais ta thèse le plus rapidement possible, sans la bâcler pour autant. Et du coup, c'est un conseil que je me suis vraiment appliqué. Et surtout, au bout de 1 an et demi de recherche, sachant que nous, les recherches, c'est vraiment, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on lit des articles, on lit des textes, on va à la bibliothèque, on n'a pas du tout cette notion de terrain qui peut, je pense, changer un petit peu les idées. Donc moi, je passais vraiment toutes mes journées à la bibliothèque à faire l'éponge. En fait, j'ai énormément lu, j'ai pris des... Enfin, après, d'un côté, c'était génial parce que clairement, j'étais payée pour lire des livres, ce que je pense être le meilleur métier de la Terre. Mais du coup, j'allais à la bibliothèque tous les jours, je lisais et je faisais l'éponge. Il y a un moment, je pense que mon éponge, elle n'en pouvait plus. Il fallait qu'on les sorte un petit peu. J'avais besoin de produire des résultats aussi parce que je me disais, ça fait 1 an et demi que tu es là. Et tous mes amis me disaient, alors, tu as écrit combien de pages? Cette question horrible. Et moi, je disais, alors, pas beaucoup, mais j'ai beaucoup lu. Et du coup, je pense que j'avais besoin de me lancer. Et je me rappelle, je me vois encore, j'avais l'impression d'être, vous savez, en haut du plus haut plongeoir à la piscine. Et quand je me suis retrouvée devant ma petite page Word, je me suis dit, allez, tu sautes. Et je pense que j'ai un peu fait du refus d'obstacles pendant 2-3 jours. Et je me suis lancée dans l'écriture. Et ça a été génial. La première année à peu près, en fait, avant que le Covid arrive, j'étais dans une super bonne dynamique d'écriture.
C'est une dynamique qui est super différente de la phase de recherche parce qu'on continue à faire de la recherche puisqu'on approfondit tout ce qu'on a vu dans le premier tour de lecture. Mais on écrit, moi j'adore écrire, donc vraiment, je passais toutes mes journées comme ça à écrire, à taper sur mon ordi, c'était trop bien. Enfin, je parle au passé comme si c'était terminé. Et ouais, franchement, c'était une bonne période. Et pour revenir sur ton financement, parce que Ouais. ça m'a un peu interpellée, parce que du coup, tu as dit que votre école doctorale, elle vous pressait à finir en 5 ans. Alors, la mienne, c'était 3 ans. Et du coup, qu'est-ce que tu as eu comme financement et comment ça se passe en fait parce que j'imagine du coup que c'est une école doctorale qui est spécialisée sur le droit. Et donc en fait, ils vous donnent, c'est-à-dire d'office, ils partent du principe que vous allez faire plus de 3 ans, enfin que vous allez dépasser votre contrat doctoral. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai obtenu un contrat doctoral en juin 2017, qui commençait du coup en septembre de l'année suivante. J'ai fait 3 ans de thèse. Et en fait, on sait dès le début qu'on ne fera pas une thèse en 3 ans. Enfin, je connais des gens qui ont fait des thèses en 4 ans. Enfin, du coup, 4 ans et demi, mais qui n'ont pas eu besoin de se réinscrire à l'école doctorale, etc. Mais je ne connais personne qui a fait une thèse en 3 ans en droit. Le problème, c'est que l'école doctorale de ma fac, enfin, l'école doctorale, pas de SHS, mais plus générale, voilà, eux, ils ont des standards qui sont pour les scientifiques de sciences dures, si j'aime pas cette expression. Et du coup, ils tentent de nous les appliquer à nous et ils ont refusé la réinscription de certains doctorants qui étaient en 5e année. Donc, ce que je trouve pas forcément correct, parce que si on vous dit en commençant votre thèse, vous avez que 5 ans, c'est une chose. Si en 5e année, on vous dit, ah, bah désolé, en fait, c'était que 5, faut pas changer les règles du jeu en cours de partie, en fait. Et donc, du coup, voilà. Donc, en fait, on sait dès le début qu'on va faire plus de 3 ans de thèse. Et donc, à la fin du contrat doctoral, on se pose la question, est-ce qu'on fait 1 ou 2 ans de chômage pour terminer la thèse ou est-ce qu'on prend un contrat d'alter? Et moi, j'ai choisi l'alter temps plein. J'ai changé de fac aussi parce que j'avais envie de changer un petit peu d'univers. Vu que j'ai fait toutes mes études dans ma fac, enfin, depuis la L1, j'étais au même endroit, c'est à 15 minutes de chez mes parents. J'avais besoin de sortir un petit peu de cette petite bulle, donc je suis partie. Et je suis très, très contente d'être partie. Et j'ai demandé un alter temps plein que j'ai obtenu dans une autre fac. Et je termine actuellement ma première année d'alter. Et pourquoi du coup tu as choisi faire un ATER et pas bénéficier de tes allocations chômage? Parce que je pense que quelque part, obtenir un alter, c'était obtenir une forme de reconnaissance de la part de l'université, de la validation, et que j'en avais beaucoup besoin. Et puis aussi, pour des raisons économiques, en fait, puisque un alter temps plein, on gagne plus qu'un alter, que les allocations chômage auxquelles on a droit. Donc, je me dis que si je termine pas ma thèse, je pourrais toujours utiliser mon chômage après. De toute façon, on nous dit beaucoup que le chômage arrive à un moment dans la thèse, malheureusement. Mais voilà, j'ai préféré utiliser mon alter parce que j'en avais besoin moralement, on va dire. Et tout à l'heure, tu nous disais que le Covid, ça a été un peu un tournant dans ta phase de rédaction. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi, ce qui a changé? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire... Enfin, on a souvent entendu, en fait, pendant le Covid, que ça impactait surtout ceux qui faisaient des manipulations en laboratoire ou pour les SHS, ceux qui avaient des terrains à l'étranger ou en France et donc qui pouvaient plus se déplacer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ceux qui rédigeaient. Et donc, comment toi, tu l'as vécu, en fait, cet impact du Covid sur ta période de rédaction? Alors déjà, là, au tout début du Covid, il y a un an, j'avais tellement de compassion pour tous ces doctorants qui ont pu être privés de faire leurs recherches, etc. Je lisais des articles, mais terribles, sur des gens qui disaient qu'ils avaient perdu, voilà, en fait, ils n'avaient pas pu aller nourrir leur culture de je sais pas quel micro-organisme et que tout était mort et c'était 3 ans de leur vie qui étaient partis en fumée, mais j'avais envie d'en pleurer, en fait, pour eux. Donc, je tiens vraiment à souligner ça quand même. Donc, du coup, j'ose pas trop me plaindre parce que franchement, je sais que j'étais payée, je suis toujours payée, en fait, pendant le Covid, ce qui est quand même hyper confortable quand on est doctorant. Et ça m'a impacté, mais c'était pas le même genre d'impact. Donc, je veux vraiment pas avoir l'air de trop me plaindre. Mais le sentiment que j'ai beaucoup ressenti, je pense qu'au début du Covid, il y a eu 3 semaines, 1 mois où franchement, j'ai pas réussi à travailler. Je continuais à donner les cours en visio, etc. Mais je trouvais que j'avais l'impression que de toute façon, le monde était en train de s'effondrer, que ça se trouve, on allait tous mourir. Je me disais, mais mon travail, clairement, le prix et la valeur en droit des contrats, vous voyez, c'est super intéressant. Là, on en parle entre nous, on est trop contents. Mais je me suis dit, que c'était inutile, en fait. J'ai eu un sentiment d'inutilité énorme et je me suis dit, mais que je mettais mon intelligence au service de quelque chose d'assez inutile, en fait. Donc,
grosse remise en question là-dessus. Ensuite, il y a aussi le fait que pour le travail d'écriture, j'ai l'impression qu'il faut une énorme disponibilité d'esprit. Il faut être vraiment posé. Moi, j'ai besoin de plusieurs heures devant moi pour pouvoir travailler. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent « Allez, je travaille 1 heure, j'écris un peu ». Moi, j'ai besoin de me poser, de vraiment réfléchir. Je reprends le fil de ma réflexion où je l'ai laissé et je remets tout bien à sa place. Ça prend du temps. Et en fait, j'avais pas du tout cette disponibilité d'esprit pendant cette période. Enfin, je me souviens, tous les jours, on avait des chiffres nous disant combien de personnes étaient mortes. Enfin, c'était épouvantable. Et du coup, voilà, moi, je ne trouvais plus de sens dans mon travail et je n'arrivais pas à me mettre dans l'état d'esprit qu'il faut pour y arriver. Du coup, je me suis dit, ne culpabilise pas. Là, on attaque le sujet royal de la thèse de la culpabilité. Mais non, je me suis dit, ne culpabilise pas, ça ne sert à rien. Profite de ce temps qui t'est donné et ça t'arrivera plus jamais dans ta vie, en fait, de pouvoir te dire que tu peux faire des cookies toute la journée et te balader en pyjama. Donc, à la limite, profite de ce moment-là et tu recommenceras à travailler quand tu y arriveras. Et par rapport à ton justement, concrètement, comment tu organises tes journées ou tes semaines quand tu dois gérer les cours et en même temps la rédaction de ta thèse? Alors, je gère ça avec un Google Agenda de l'enfer où je me réserve, par exemple, des grosses plages de thèse. Et au final, le début du semestre se passe très bien. Là, je vous fais la moyenne sur l'année. Je sais que même quand j'avais pas autant de télé, je me faisais toujours des grosses plages horaires de thèse. Je me disais, par exemple, je vais à la bibliothèque de 13h à 19h et je travaillais pendant 6 heures non-stop ou avec une petite pause au milieu. Et je travaillais vraiment 6 heures super efficaces. J'étais pas sur mon téléphone, etc. Ce qui me permettait, en fait, le matin de profiter un peu de ma vie. Donc, j'allais faire du sport, je faisais mes trucs. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans la thèse, c'est qu'on a beaucoup de souplesse dans nos emplois du temps. Du coup, le début du semestre, globalement, je me dis, par exemple, le matin, je prépare mes cours et l'après-midi, je travaille ma thèse. Donc, globalement, je me rajoute quand même 4 heures de travail par rapport à ce que je faisais avant par jour. Donc, ça me fatigue quand même beaucoup. Et ensuite, il y a les moments où je donne les cours, donc j'arrive à jongler entre les deux. Et puis vient le moment terrible où, en fait, il y a les galops d'essai, donc les partiels de mi-semestre. Et là, c'est l'hécatombe de copies. Je termine un paquet, j'en commence un nouveau, etc. Et là, clairement, les moments de thèse, ils passent à la trappe. Et je donne les cours, je corrige les cours, je prépare les cours. Je corrige des copies qui ont 2 semaines de retard et je m'excuse en les rendant aux étudiants. Mais ouais, voilà, là, honnêtement, c'est cette période de l'année. Je pense que j'ai pas touché à ma thèse depuis 2 semaines. Mais je me dis que c'est pas grave. Enfin, de toute façon, je suis payée pour donner des cours. Oui, il y a de la culpabilité parce que j'y touche pas, mais je peux pas faire autrement. Je vais pas me coucher à 4 heures du matin tous les jours. Donc, je fais les cours. Quand ça va se terminer, j'aurai plus les cours et j'aurai tout le temps de revenir à ma thèse. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières que tu as pu rencontrer au cours de ta thèse? Non, il y a des difficultés est-ce que c'est plutôt de qu'est-ce que je vais faire après? La thèse, enfin, je pense que vous le savez, le monde académique, c'est un monde qui est difficile, il y a très peu de postes qui nous sont ouverts. Et du coup, en fait, on fait un travail qui est super dur, tout en se disant, mais pourquoi on fait ça, en fait? À part pour nous et pour l'amour de la science, en fait. Mais au-delà de ça, on fait ça en sachant qu'on n'aura pas forcément de travail après. Donc, c'est une dissonance avec laquelle je trouve qu'il est très difficile de composer au fur et à mesure. Et en fait, je pense que je dirais au moi d'il y a 4 ans, fais ce travail-là pour toi, pas pour les autres. Et tu profites de ce que toute la thèse, ça va t'apprendre à toi et t'en tireras pas forcément le travail dont tu rêves, mais c'est pas grave, en fait, tu trouveras un autre boulot et tu seras tout aussi heureuse. Mais ouais, non, je pense que ça, c'est la grosse difficulté, cette dissonance. Et aussi le fait que j'ai l'impression, enfin en droit du moins, je ne sais pas comment c'est dans les autres disciplines, mais on nous met une pression énorme sur la qualité de la thèse. Vraiment, c'est le truc, je sais qu'il y a des disciplines où on vous demande beaucoup d'écrire des articles, d'intervenir dans des colloques, etc. Nous, beaucoup moins. Moi, j'ai organisé un colloque de jeunes chercheurs. C'était super, mais ça fait super beau sur mon CV, mais si ma thèse n'est pas la thèse de l'année, ça ne marchera pas en fait. Donc, on nous met une pression sur nos travaux que je trouve franchement délirante parce que rien que le fait d'avoir écrit une thèse, pour moi, en soi, c'est d'avoir terminé sa thèse, c'est un bel exploit en soi. En fait, on a écrit un pavé, on a passé des années à s'interroger sur des questions, à élaborer une méthode de travail, etc.
Donc rien que le fait de l'avoir terminé, pour moi, ça mérite déjà mais tout l'or du monde. Et une question un peu innocente, mais c'est vrai que, enfin, moi, je suis pas non plus dans le droit. Mais quand on imagine le droit, on imagine aussi un peu des profs, bon, un peu de la vieille école, très classique. Et, enfin, comment ça se passe, du coup, les relations, soit au sein du labo, entre doctorants et titulaires? Est-ce qu'il y a vraiment cette image du prof de droit avec ses petites lunettes et son petit cartable très strict, ou est-ce que au contraire ça a beaucoup évolué et voilà, il y a une toute autre image qui se construit de cette discipline? C'est un domaine très austère, le droit. Et c'est vrai que moi, souvent, je ne me suis pas forcément tout à fait sentie à ma place parce que je suis quelqu'un d'assez spontané, je suis très maladroite, tant dans mes propos que dans mes actes. Et c'est vrai que il y a des codes. Enfin, l'université, c'est un monde qui est bourré de codes. Et j'ai l'impression qu'à la fac de droit, ils sont vraiment très forts. Et j'ai l'impression que j'ai jamais tellement réussi à adopter ces codes-là. Enfin, si, je pense que si, puisque je me sens pas foncièrement mal à l'aise. Mais j'ai peut-être pas forcément voulu les adopter. Et non, c'est un monde assez austère. Après, voilà, c'est des gens très sympathiques, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, je sais que j'ai un ami qui a fait une thèse en physique et qui me disait que lui, à la fin de la journée, avec son directeur, bah, il se tapait dans le dos, ils allaient boire des bières ensemble, etc. Ça, pour moi, c'est un scénario qui est inenvisageable, en fait. Enfin, ma directrice de thèse est très sympathique, mais on ne va pas boire des verres ensemble, on continue de se vouvoyer. C'est vraiment des rapports, en fait, très professionnels, c'est très hiérarchisé. Alors qu'en fait, premièrement, quand on a la chance d'être rémunéré par la fac, c'est pas notre directeur de thèse qui nous paye directement. Donc, c'est une ascendance qui est purement intellectuelle. Et puis, comment dire, pour moi, la thèse, ça devrait plus être un rapport de grand frère, petite sœur, enfin, ce genre de choses, de la tutelle, ce qui est pas forcément le cas en fait, et qui a été un peu une de mes désillusions de la thèse. Mais après, c'est le cas partout, en fait. Je connais très peu de gens qui ont, enfin, du moins en sciences humaines, qui ont ce genre de rapport-là avec leur directeur. Donc, pour répondre à ta question, oui, je pense que tes clichés sur les profs de droit sont tout à fait justes. Et c'est intéressant parce que justement, tu parles de codes à respecter et on en avait parlé dans la série sur l'arrêt de thèse. Et est-ce que tu peux donner un exemple d'une situation où tu t'es senti en décalage, ou justement où tu as senti ta maladresse, en fait, où tu t'es rendu compte de mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou j'ai fait une bourde ou quelque chose comme ça? Bah, très régulièrement, je me suis dit, mais pourquoi j'ai répondu comme ça, d'un air aussi enjoué, en riant aussi fort, et comme si, parce qu'on est des doctorants, on aurait dû être des personnes un petit peu toutes grises et ne pas avoir d'âme et juste un cerveau. Et le pire, c'est qu'en fait, tous les doctorants dans mon labo m'ont toujours dit, mais Constance, t'apportes beaucoup de fraîcheur, t'es super spontanée, t'es drôle, etc. Bon, je me lance des fleurs. Mais donc, du coup, c'était un gros avantage. Et en même temps, c'est un gros inconvénient parce que du coup, en plus, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un. Bon, je suis un peu maladroite, mais j'ai pas non plus l'impression d'être quelqu'un qui met mal à l'aise les gens. En fait, c'était plus de la naïveté de ma part. Mais je me souviens d'une fois, en gros, donc j'avais une amie qui était docteur et un maître de conférence avec qui elle travaillait beaucoup lui faisait passer un entretien blanc, je sais plus, pour les qualifs ou enfin quelque chose, enfin pour le Tour de France. Et il s'était installé dans la partie de notre labo qui est réservée aux doctorants, qui est un genre un peu d'open space avec plein de tables, une bibliothèque, etc. Et il s'était installé là, alors qu'ils ont leur propre bureau à eux. Et donc, c'était la fin de la journée et moi, je voulais ranger mes livres dans la bibliothèque. Donc, je le fais hyper discrètement, etc., pour pas les déranger, sachant qu'ils étaient quand même au milieu d'une pièce ouverte où il y avait du passage. Et à un moment, donc, je suis assez petite et j'ai eu besoin de prendre une chaise pour mettre un livre tout en haut. Donc, tout doucement, je prends la chaise et en fait, je monte dessus. Bon, je sais pas si c'est mon poids ou quoi, mais il y a eu un énorme bruit. Et là, le prof s'est retourné et il m'a fusillé du regard, mais vraiment, le laser, j'étais réduite en poussière. Donc, je pose mon livre. Là, je retourne dans mon bureau, me dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Bon, après, peut-être que c'est moi qui overreact un peu. Et en fait, ce jour-là, je me rappelle, je sais plus pourquoi, mais j'avais une valise et je me suis dit, je peux pas sortir de la pièce en roulant ma valise. Il va encore me fusiller du regard. Donc, j'ai pris ma petite valise, je l'ai portée dans mes bras comme ça, là, mes petits bras, et je suis sortie en galérant du labo. Et en fait, le lendemain,
la copine en question m'a dit: «Mais tu vois Constance, enfin, tu pas dû ranger tes livres, tu aurais dû les laisser en plan et les ranger le lendemain, tu l'as dérangé, c'est uniquement parce que je te connais qu'il ne t'a rien dit, qu'il ne t'a pas, détruite sur place parce qu'il sait que j'aurais pas apprécié». Moi, il y a 2 choses que j'ai relevées là-dedans, c'est déjà, en fait, excusez-moi d'avoir voulu ranger mes livres. Moi, je laisse pas mon bureau en travail quand je pars. Deuxièmement, ça va, je suis juste montée sur une chaise. Et bon, et du coup, il y a un troisièmement, c'est si la seule raison pour laquelle il ne m'a pas détruite, c'est parce qu'il ne voulait pas mettre ma copine mal à l'aise et pas parce que ça ne se fait pas, en fait, d'incendier les gens pour ça, il y a un énorme problème. Ouais, les relations humaines à l'université, c'est il y a des moments, c'est un petit peu mystérieux. Est-ce que tu as réussi à trouver justement un équilibre entre des activités associatives que tu peux faire en dehors de ta thèse et qui ont peut-être été renforcées par l'effet Covid et l'effet, comme tu décrivais tout à l'heure, je me sentais inutile. Je pense qu'on a eu beaucoup à un moment donné ce déclic-là pendant cette période Covid d'essayer de trouver une utilité dans ce qu'on faisait. Et est-ce que tu as des activités que tu fais en dehors de la thèse qui te permettent aussi de souffler un peu malgré un emploi du temps qui reste chargé comme tu nous l'as décrit? En fait, pour l'associatif, le côté, donner mon temps pour les autres, j'estime honnêtement que cette année, tous les cours que j'ai pu donner, c'était, associatif, enfin que c'était, pour aider les gens, quoi. Enfin, j'ai passé des heures à répondre à des mails d'étudiants en détresse, je les ai eu au téléphone. En fait, j'ai eu conscience que nous, les chargés TD, on était en première ligne, que c'était vers nous que les étudiants pouvaient se tourner et que c'était mon travail, en fait, d'être bienveillante et de les écouter, d'en prendre en compte et cetera. J'ai passé du temps à les écouter, je sais qu'ils vivent des choses difficiles et c'était la moindre des choses de prendre le temps de faire ça pour eux. Du coup, comme, ça a été franchement difficile humainement, j'ai trouvé cette année parce que je suis quelqu'un de très empathique et du coup, j'avais beaucoup de mal à pas me laisser atteindre par leur détresse, et cetera. Donc je me suis un peu plus blindée au 2e semestre et ça s'est mieux passé pour moi. Donc voilà, et à côté de ça, en fait, je me suis toujours obligée pendant la thèse à avoir un rythme un petit peu de bureau. Des fois, j'ai fini très tard et des fois, j'ai travaillé le week-end, mais je me suis dit que sinon, on devenait fou, en fait, à travailler autant. Et du coup, j'ai toujours fait beaucoup de choses à côté. Donc, j'ai toujours beaucoup vu mes amis. En fait, j'ai la chance d'être très, très bien entourée. J'ai beaucoup vu ma famille et j'ai toujours fait beaucoup de sport pour le bien-être moral, en fait, parce que ça fait juste du bien de se vider la tête. Et du coup, je fais beaucoup de pilates, de yoga et je me suis récemment mise à faire du patin à roulettes. C'est mon challenge de 2021 et en fait, c'est super cool parce que bon, au début, c'était dur, maintenant je progresse et en fait, ça fait vraiment des échéances à court terme. Je me vois progresser et cetera, alors que je compare ça avec la thèse, c'est quand même un travail de longue haleine sur du temps très longtemps, dont on voit pas les résultats tout de suite. Et c'est vrai que faire un truc sur du court terme qui progresse vite, ça fait vachement de bien au moral, en fait. Donc, pour le coup, si c'était à refaire, je pense que je commencerais le patin plus tôt dans la thèse, dès le début. Peut-être qu'aujourd'hui, là, je devrais faire un triple axel et j'irai aux JO. Mais non, pour le coup, le sport, c'est vraiment le truc qui m'a aidée. Et mes amis. Le sport et mes amis, je leur dois tout pendant la thèse. Et donc tu nous as parlé du sport qui t'a beaucoup aidé et le fait que tu étais aussi beaucoup entourée par tes amis. Et est-ce que tu as trouvé aussi d'autres sources peut-être plus institutionnelles ou professionnelles pour traverser la thèse et puis pour t'aider en fait à gérer cette expérience qui est pas forcément tous les jours facile psychologiquement à affronter? C'est marrant que tu dises ça parce que hier, j'ai reçu un mail de la fac qui nous disait soutien pour les doctorants, les étudiants, on vous offre la possibilité d'un suivi psychologique. Donc je me suis dit bon c'est cool qu'au bout de 1 an de confinement, ils pensent à proposer un suivi psy aux étudiants. Et après je me suis dit mais attends, moi je suis étudiante, ça veut dire qu'en fait peut-être qu'ils font enfin un suivi psy pour les doctorants. Chose que moi j'ai faite en fait, ça fait beaucoup en fait, en début de 3e année, j'ai commencé, c'était pour des raisons personnelles, à aller voir un psy, parce que je me suis toujours dit que l'hygiène mentale, c'était aussi important que l'hygiène corporelle. Et donc, j'ai commencé à aller voir un psy, et ça m'a beaucoup aidée pour parler syndrome de l'imposteur. Déjà, on a beaucoup parlé de ça, ces histoires de code à l'université, savoir poser ses limites en fonction d'heures de travail, etc. Composer dans les relations humaines qui sont pas forcément toujours évidentes. Et voilà. Et des fois, j'envisage de larguer mon psy. Et en fait, j'avais très envie de le faire, je crois, avant le premier confinement.
Non, c'était un peu plus tard. Bref, et à un moment, je me suis dit qu'il m'était plus tellement utile. Et après, il m'est arrivé 2-3 bricoles à la fac. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est hyper important, le suivi psy. T'arrêteras la psychanalyse quand tu auras soutenu. Mais garde-le sous le coude. Et en fait, je pense que c'est un bon conseil à donner à un futur doctorant. C'est que, en fait, on est tellement seul face à nous-mêmes. C'est tellement un défi, la thèse, qu'il faut un soutien. À mon sens, il faut un soutien psychologique euh, pour, euh, pour pouvoir gérer ça, en fait. Et est-ce que tu aurais des recommandations culturelles en lien avec ton sujet ou même des idées de vulgarisation sur le droit? Parce que comme on l'a dit, des fois, ça peut être un peu compliqué à saisir. Et est-ce que tu aurais des petits noms de livres, de films ou des podcasts à recommander? Alors, pour mon sujet, il faudrait lire Le Capital de Karl Marx, que j'ai lu et que j'ai adoré. Mais au-delà de ça, pour le droit, ce qui est le plus souvent vulgarisé, c'est le droit pénal, ce qui est pas du tout mon... Enfin, je trouve que c'est très intéressant, mais c'est pas du tout mon truc. Du coup, comme livre, on recommande souvent Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, La ligne verte. Sinon, dans les séries, la plupart des gens regardent Suits, mais en vrai, c'était super romancé. Et même moi, juridiquement, je comprends rien à ce qu'ils font. Du coup, je recommande plutôt The Good Wife, qui pour le coup, c'est juridiquement très intéressant. Il y a vraiment des cas de droit où même moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est comment dire, et il y a beaucoup de questions sur les nouvelles technologies aussi. Il y a plein d'affaires avec des crypto-monnaies, des réseaux sociaux, de la cession de données personnelles, etc. Donc ça, super intéressant. Mais c'est du droit américain. Donc, du coup, ça se passe pas du tout comme chez nous. Du coup, en droit français, je recommande Engrenage. C'est une série Canal. C'est trop bien. On apprend plein de choses. C'est super réaliste. Et voilà, je pense que sinon... Et sinon, il y a les livres de Gisèle Halimi sur... j'en profite pour le petit moment féministe, mais sur le procès de Bobigny, etc., qui sont super. Et non, voilà, je pense que c'est ce que je recommanderais à quelqu'un qui veut un peu voir le droit. Et comme podcast, oui, un super podcast, ça s'appelle Fleur d'avocat. C'est une ancienne avocate en fait qui s'est reconvertie. Elle a un petit peu, maintenant en fait, elle est plutôt coach pour avocats, pour les aider à développer leur clientèle. Elle a fait une formation qui s'appelle Bien dans ma robe. Je trouve ça à mourir de rire. Et en fait, elle interviewe des avocats épanouis parce que les avocats, c'est une population de gens qui sont souvent soit fous, soit très déprimés, j'ai l'impression. Et du coup, c'est hyper inspirant en fait. C'est plein d'avocats et on voit qu'en fait, c'est des gens qui ont des parcours super différents. Il y en a aucun qui s'est dit, bon, je fais l'école d'avocat, puis ensuite je fais ça, et ensuite qui est arrivé à ses fins. Ils ont tous fait plein de trucs, et en fait, c'est super inspirant de voir que on peut changer ses plans et au final être très heureux dans ce qu'on fait après. Et c'est dans plein de branches du droit différentes. On apprend plein de choses sur la profession. Vraiment, Fleur d'avocat, je recommande fois 1000. Un grand merci à Constance pour avoir discuté avec nous au micro de Thésard. Merci à vous d'avoir écouté notre podcast jusque-là. Le générique est réalisé à partir d'un morceau de Tilif. Vous pouvez toujours nous retrouver et partager avec nous vos remarques sur Instagram et Twitter @thésard_es ou par email thésard.es@gmail.com. Recevoir vos mots nous fait toujours extrêmement plaisir. Pour ne pas rater nos prochains épisodes, qui sortent toutes les 3 semaines le jeudi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Et si vous êtes actuellement en thèse, n'oubliez pas de vous reposer et de prendre des vacances cet été. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.